Rebonsoir, messieurs et dames. Nous voilà dans la deuxième partie du JDS, Journal Dimanche au soir. Nous le disions, deux sujets. Burkina Faso, analyse des points clés du nouveau code de la famille. Et puis, loi Faso-Boukaoré, mécanisme traditionnel de règlement des différends. Quelle lecture en avoir? Ce sont des sujets sur lesquels nous allons revenir. Parlant du premier, l'Assemblée législative de transition a adopté ce lundi 1er septembre à l'unanimité des 71 députés présents le projet de loi portant code des personnes et de la famille. Ce nouveau code vient remplacer l'ancien, en place depuis plus de 30 ans. Le ministre en charge de la justice et d'assaut Rodrigue Bayala a rappelé les enjeux. D'abord, corriger les insuffisances relevées après 3 décennies d'application, mettre fin aux contradictions et d'interprétation juridique, et puis aligner aussi le code sur les conventions internationales ratifiées par le Burkina Faso. Et puis, à ce point important, le nouveau code des personnes et de la famille prend également en compte le contexte dans lequel, évidemment, vivent les Burkinabés. Des invités avec moi sur ce plateau pour aborder ces deux sujets. Je m'en vais donc vous les présenter. Nous sommes avec le Songokoglonaba Kaongo. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Un bonheur de vous avoir. Nous sommes avec Martin Savadogo. Il est inspecteur du cadastre. Il est analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Et nous sommes avec Boubacar Sanou, vice-président du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès. Bonsoir. Bonsoir. On a deux sujets, je le disais tout à l'heure. On commence par le premier, évidemment, ce nouveau code de la famille. Le dernier, on va dire qu'il y a quand même 30 ans. 30 ans dans la vie d'une nation, certains diront, bon, c'est pas grand-chose, mais dans une société, on peut relativiser, mais dans tous les cas, on a une société qui évolue, et donc, il faut arrimer très souvent l'évolution des choses aux réalités nouvelles. Quel a été votre regard premier avec les grands changements, c'est un 18, en gros, concernant donc ce code de la famille-là? Comment est-ce que vous l'avez accueilli? Aujourd'hui, on en connaît le contenu. Ça sera la question qui fera premier tour de table. Je vais commencer par l'ordre inverse des présentations. Je commence avec vous donc, Boubacar Sanou. Merci à vous. Et effectivement, comme vous l'avez dit, 30 ans après, il était nécessaire de revisiter donc ce code des personnes de la famille. La société est dynamique, donc ce qui fait que ce qui régit les liens donc entre les individus au sein de cette société, donc il faut à un moment donné faire une halte et faire la part des choses, faire une évaluation et puis bon, voir également où il y a de l'amélioration. Bon, comme je l'ai dit, c'est une dynamique. Ce code répond aux impératifs du moment, à l'esprit qui prévaut actuellement, donc qui anime actuellement donc notre pays. Et donc pour nous, nous attendons de voir donc dans la mise en œuvre. Et c'est pourrait également que donc dans cette mise en œuvre il y a des insuffisances qui soient relevées, des couacs. Et mais pour nous toujours et toute modification, on le dit, et par rapport à celui qui est porteur du projet, nous pensons que c'est dans le sens positif qu'il le fait. Et nous prenons la chose également et comme ça. Et donc, nous ne trouvons pas trop de problèmes là-dessus. D'accord. Voilà. Ce sera la même question d'entrée. Hein. Comment vous accueillez ce nouveau code-là? Je vais aller avec Martin Savadogo. Merci beaucoup. Moi, je trouvais que c'était nécessaire. C'est nécessaire à partir du moment où dans une nation, c'est la famille qui est l'élément central. Parce que même quand on parle d'éducation, ça commence d'abord dans la famille. Et la dynamique qui est enclenchée actuellement, il était nécessaire d'intégrer nos valeurs endogènes dans ce dispositif législatif-là. Donc, jusqu'à présent, nous avons essayé d'imiter les envahisseurs qu'on appelle abusivement les colons, qui nous ont dicté, même jusqu'à la conduite que nous devons tenir dans nos familles respectives. Et pour peu qu'on ait du recul, on voit les désastres que ça crée en Occident. Et on dit que si vous êtes prudent, quand la barbe de votre voisin prend feu, vous arrosez d'eau la vôtre. Donc, à suivre aveuglement, parce que le drame aussi en Afrique, je pense que c'est surtout à ce niveau, nous avons l'art de copier ce qui est mauvais. Mais quand il s'agit de domaines scientifiques et quand il s'agit des domaines de la technologie,
nous traînons le pas. Et c'est dommage que parfois des intellectuels qui doivent être des gens qui permettent de guider la société suivent aveuglement ce que des lobbies occidentaux leur dictent. Moi, je trouve des dispositions vraiment très salutaires dans ce nouveau code de personnes et de la famille. Par exemple, quand je prends la condamnation de l'homosexualité, je ne vois pas en quoi ça peut être une valeur pour un Africain. Au contraire, quand il y a ce genre de choses qui se présentent, on cherche à savoir l'état mental de la personne, parce que même dans la nature, je crois que même les animaux ne se comportent pas normalement comme ça. Voilà, donc il y a vraiment des dispositions novatrices qui sont adoptées, et il faut les saluer. Et bon, j'espère que la mise en œuvre avec les décrets d'application ne vont pas tarder. Voilà, pour le bonheur des Burkinabés, c'est déjà un premier pas. C'est déjà un premier pas, et j'espère que d'autres décisions encore plus courageuses vont suivre, parce que, qu'on le veuille ou pas, on se rend compte que le président Sankara disait, la domination la plus efficace, c'est la domination culturelle. Quand on arrive à vous dominer culturellement, tous les restes là, vous suivez plus facilement. D'accord. Voilà. Mais quand vous êtes basé sur vos propres valeurs, sur votre propre identité, premièrement, vous êtes un homme libre, et c'est en ce moment que vous pouvez regarder les autres en face comme étant un homme. Vous avez sorti un point, la question de l'homosexualité. Dans tous les cas, on va revenir sur quelques éléments, en tout cas majeurs en termes de changement. C'est toujours le premier tour de table, c'est la vision d'ensemble, sur la perception qu'on a de ces changements-là. Je viens donc à vous, Naba Kango. Oui, bonsoir à tous. Nankab Samo Naba Bonro, Kenti Kabatang Naba, Namkaba Nero Naba Kiba. Moi, en tout cas, j'ai écouté, j'ai vu un peu quelques doctrines qui ont été prises, et pour moi, c'est évident qu'on attaque cette cellule-là, parce que dans notre culture, tout se repose sur la famille. Voilà, et ça nous permet aussi de comprendre qu'en réalité, chaque peuple a sa vision du monde. Chaque peuple du moins, a une vision qui est dirigée en fonction de sa compréhension culturelle. Et comme nous avons une culture différente, c'est évident que notre notion de la famille aussi a une portée différente. Vous voyez, quand vous prenez dans la cosmologie africaine, notre conception par exemple de la vie, je pense que d'autant dirait actuellement avec la théorie de la complexité que nous avons mis en place, que le monde a été créé à travers la spirale, les Africains également chantent cela. Quand vous prenez par exemple les Moussi te font comprendre que le monde a été créé par 3 éléments. Le premier élément qui est Naba Ziriwende, le deuxième élément qui est sa femme Tenga, qui donne naissance à une fille qu'on appelle Soré. Ça nous rappelle toujours que le monde a été créé parce que l'ordre a pris le dessus sur le désordre. Comprenez par l'ordre aussi la reprise de la vie. Voilà pourquoi quand vous partez chez les Mossé, quand par exemple quelqu'un fait un accident sur la route, on ne célèbre pas cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le courrier, il n'y a pas, si vous voulez, les funérailles. C'est une manière de dire qu'en ce moment c'est un désordre. Mais dans le cas où c'est une mort naturelle normale, on célèbre l'ordre parce qu'on se dit que forcément la vie va reprendre après cette cérémonie. Voilà pourquoi même dans nos funérailles, il est extrêmement important pour nous. On danse et puis on célèbre parce qu'on se dit que l'ordre est en train de reprendre le dessus. Et les gens vont donner des donations en disant Beoto naïe pour Belongo, naïe pour Péré, ainsi de suite. Donc la vie doit toujours reprendre le dessus sur les désordres en Afrique. Donc quand vous prenez par exemple l'homosexualité, la vie s'arrête. Donc vous voyez que c'est une doctrine qui ne peut même pas représenter notre compréhension culturelle. Donc je pense que c'est un bon départ. Bien entendu, on va revenir sur tous les éléments, mais c'est déjà un très bon départ qui montre que nous sommes en train de reprendre pleine possession de notre intellect, parce que c'est de ça qu'il s'agit. La culture a une pensée, et c'est cette pensée qu'on doit formaliser à travers notre compréhension culturelle dans la famille. Et quand tout se repose sur la culture chez nous, notamment la famille, comment est-ce qu'on peut construire un pays souverain si la famille même est détruite? Je pense que c'est ce que je peux dire d'abord dans un premier temps. D'accord. Moi je vais rester déjà aussi avec vous parce que d'entrée, je le disais tout à l'heure, le ministre même l'a rappelé, c'est avoir un code
qui s'imprègne et qui tient compte de nos réalités d'abord, de nos réalités burkinabées. Vous êtes, on va dire, la figure traditionnelle qu'on a su sur le plateau là, en tout cas, le Naba ne reste qu'à avoir le chapeau, mais quand on regarde, est-ce que vous avez l'impression qu'on a fait ce pas là? Déjà, quand on prend la partie mariage, je pense que la question coutumière a été prise en compte. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est allé vraiment à un pas nouveau? Il y a une envie claire, il faut le dire, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas être parfait. Au moins on sent que ce gouvernement-là a envie de revenir vraiment aux sources. Quand vous prenez par exemple le mariage, au fait, les gens ne se rendent pas compte en réalité de ces décisions qu'on vient de prendre. Moi je vous dis, oui, janvier 1454, l'Église catholique décrète officiellement que l'homme noir est un être sans âme. Vous allez me dire où est le rapport avec toute cette doctrine-là. Vous allez prendre le code noir, code 44 qui dit que l'homme noir n'est pas un homme, c'est pas un humain, il n'a pas d'identité. On va ajouter avec la doctrine 8 du code noir qui dit que tout mariage qui n'est pas catholique est un mariage justement nul et l'enfant qui vient de ce mariage est un enfant bâtard. Donc vous voyez que cette doctrine en réalité en disant que le mariage africain, je dirais burkinabé, parce que souvent quand on dit traditionnel c'est une manière de dire que c'est dépassé. La tradition ne s'oppose pas à la modernité. La modernité c'est la tradition renouvelée tout simplement dans notre concept africain, parce que nos traditions ont toujours évolué, c'est notre culture qui n'a jamais changé. Fondamentalement, quand vous voyez par exemple le mariage là, c'est une décision extrêmement courageuse, parce qu'on vient de dire officiellement à Napoléon que nous aussi nous sommes un peuple avec une âme. Nous avons aussi notre compréhension des choses, mais il faut aller au-delà de ces choses en se disant, est-ce que la théorie initiale même elle-même est respectée? C'est quoi la théorie initiale du mariage africain? Quand vous venez par exemple chez les Mosées où on demande certains éléments, une certaine communauté peut s'approcher et dire que bon, nous allons faire le mariage traditionnel, mais nous n'allons pas autoriser le dolo, nous n'allons pas autoriser le kimdoro, nous n'allons pas autoriser la cérémonie du sacrifice du poulet. Est-ce qu'on parle encore d'un mariage traditionnel? Est-ce que c'est un mariage propre à un peuple, une identité, ou bien toute personne peut venir et puis s'imprégner de ce mariage-là et puis faire ce qu'il veut? Donc je pense qu'il faut aller au fin fond, parce que j'ai vu que derrière il y a une transcription. Transcription veut dire forcément trahison, parce qu'on va demander, par exemple quand on va transcrire, est-ce qu'on va poser la question monogamie, polygamie? Et quand on la pose, est-ce qu'elle respecte la doctrine de notre tradition? Est-ce que dans notre tradition on parle de monogamie, de polygamie? Est-ce que chez nous, un mariage qui respecte notre compréhension philosophique du monde, on peut même poser la question, est-ce que c'est bien séparé ou bien commun? Vous voyez? Donc c'est toutes ces questionnements-là que moi j'ai en tête, de ne pas faire un mariage traditionnel aux connotations occidentales ou bien connotations arabes. C'est ça le plus, je pense que c'est un peu ça aussi qu'on doit aller, piocher un peu, faire attention, revenir à l'authenticité. L'authenticité, c'est quand quelqu'un vient faire le mariage traditionnel, il se plie aux doctrines, parce que si nos ancêtres ont demandé qu'il ait la boisson rouge qu'on appelle le sorgho, il y a bien une raison. C'est une raison cosmologique qui lie le monde physique et le monde invisible. C'est bien de le dire, parce que quand on regarde, c'est bien clair, c'est vrai qu'on dit qu'il est reconnu le mariage traditionnel, en même temps je pense que le mariage religieux, et vous êtes revenu sur l'un des éléments, sans transcription, ils ne produisent aucun effet juridique. Ça aussi, c'est une réalité. Mais c'est quoi le mariage traditionnel? Parce que là, il ne faut pas qu'on se trompe. Oui, le mariage traditionnel, c'est celui qui lie deux familles, non deux personnes. Donc, quand vous posez la question bien séparée, bien commun, vous voyez que déjà, on n'est plus dans la compréhension philosophique africaine. Ce n'est pas deux personnes, c'est deux familles. Ça veut dire que ce n'est pas l'amour en réalité. Moi, quand on regarde nos mariages qui ont donné des foyers plus stables, ce n'est pas l'amour qui était devant. L'amour vient terminer. Avec l'amour, on ne peut pas donner des foyers stables. C'est impossible. Donc, par exemple, ça. Est-ce que la doctrine entre guillemets occidentale l'autorise? Non. Donc le mariage traditionnel, c'est celui qui lie deux familles, c'est celui qui lie l'entité physique et l'entité invisible. Voilà pourquoi dans sa religion, on demande bien le sacrifice par rapport aux ancêtres. Parce que la décision doit être validée par les personnes qui sont là physiquement, mais également pour ceux qui sont dans l'invisible. Voilà pourquoi notre mariage traditionnel, normalement, authentiquement, il se fait dans la nuit. Il y a déjà un message. Mais aujourd'hui, les gens peuvent décider de faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que même dans notre mariage, les gens rentrent et décident de faire ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, est-ce que c'est même pas folklorique? C'est là le danger. Donc je pense que c'est très courageux de l'avoir fait, mais il faut aller au fin fond des choses, que ce ne soit pas les autres qui nous imposent des doctrines qui ne sont pas propres à nous. Donc le mariage traditionnel lie vraiment les deux. Et le mariage traditionnel est propre aussi à la religion traditionnelle. Il faut aussi l'accepter. Donc
personne ne doit venir imposer cette doctrine à la religion traditionnelle. Sinon, le mariage traditionnel n'aura plus sa valeur, sera folklorique. Je vais revenir vers Boubacar Sanou parce qu'au départ, vous disiez il y a des avancées, on se rend compte que bon, il y a des efforts qui sont faits, mais c'est à l'épreuve de la pratique. On vient d'écouter tout à l'heure Naba Kango. Quand on regarde, c'est qu'il y a nos réalités administratives, il y a ce qu'elles demandent. Maintenant, dans la tradition aussi, il y a ces codes qui sont quelquefois difficiles à intégrer. Oui, effectivement, moi je m'aligne vraiment sur sa position parce que, bon, si on devait vraiment, si le souci était de prendre véritablement en compte donc, nos valeurs, je pense qu'ils n'ont pas eu l'audace d'aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il fallait faire alors? Bon, parce que vous prenez par exemple nos sociétés, si ce n'est pas peut-être les générations actuelles là, et 90%, 95%, nous sommes tous issus de foyers polygamiques et avec des mariages traditionnels. Nos mamans n'ont pas, peut-être c'est à la dernière minute pour régulariser certaines situations qu'il y a eu des mariages civils, sinon tous les mariages, on les connaît, c'était des mariages donc religieux. Et comme il a dit, la perception que nous avons du mariage aujourd'hui, c'est une perception gréco-romaine, un peu liée à l'Occident, qui veut que ce soit l'union donc entre deux individus, alors que non. Les mariages vont au-delà donc de l'union entre deux individus. Moi-même, je dirais que ce n'est pas deux familles, c'est une communauté. C'est souvent même des nations. Voilà, donc percevoir les mariages comme juste le fait que un monsieur et puis une dame vont signer, et puis c'est non. Ça veut dire que pour nous, en tout cas moi, ma conception et l'analyse que j'ai du mariage, c'est pas ça. Parce que ça, c'est la vision catholique, de l'église catholique du mariage. Voilà, où c'est vraiment monogamie bien séparée, monogamie bien commune, parce que c'est lié donc au principe de fidélité que l'Église a toujours prôné. Alors que lorsque nous prenons par exemple, je sais que l'Église avait fait l'effort, l'Église fait l'effort déjà, avant de célébrer le mariage religieux maintenant, de demander à ce que les gens célèbrent d'abord le mariage civil avant de venir célébrer le mariage religieux. Je pense que ces dernières années, en tout cas, c'était le principe de l'Église catholique. Et je pense que ce glissement était en train également de s'opérer au niveau des mosquées, où on demandait en tout cas aux couples de tout faire pour régulariser leur situation, ou en tout cas de... Bon, maintenant, lorsque nous prenons notre contexte actuel, il y a des situations, je ne sais pas si ça a été pris en compte, ça n'a pas été pris en compte. Par exemple, les lévirats, on les gère comment? Vous avez un frère qui décède, et voilà, coutumièrement, vous dites d'épouser son épouse, voilà, la veuve, elle vous revient, ou bien en tout cas vous devez l'épouser. Bon, c'est des situations qui n'ont pas été prises en compte. Par exemple, vous avez signé une monogamie avec votre épouse, mais une situation se présente où la communauté exige que cela se passe comme ça. Vous le faites comment? Bon, c'est des situations, je ne crois pas que cela ait été pris en compte dans le nouveau code. Et puis bon, également je pensais qu'il fallait qu'on ait le courage de casser cette question de monogamie-là. C'est vrai que les féministes vont nous en vouloir, mais je pense qu'il fallait qu'on laisse cette porte ouverte où on peut évoluer, parce que lorsqu'on les demande, ce n'est pas... Bon, les gens vont dire non, ce sont les féodaux qui sont là. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que nous sommes dans une dynamique, et lorsque nous sommes dans une dynamique, il faut laisser une certaine porte ouverte. Donc au niveau de la monogamie, moi je pense que la modification qu'ils voulaient introduire, ils auraient dû le faire, de telle sorte que lorsque dans une situation de couple, il doit y avoir une évolution, au lieu que vous allez encore recommencer à zéro, qu'on permette que vous puissiez, à travers donc une entente interne, que ça puisse évoluer. Je ne vois vraiment pas là où ça devait poser des problèmes. Parce que comme on l'a dit, nous sommes dans une dynamique. Si nous devons prendre en compte les mariages religieux, alors le monsieur qui se présente à la mosquée avec ses 3 épouses, et puis, ou bien le monsieur, il y a beaucoup de gens qui ont des mariages civils, mais qui ont célébré des mariages religieux avec d'autres femmes. Voilà. Ils ont signé monogamie avec leurs femmes, mais ils ont célébré des mariages religieux. Nous sommes dans le contexte dont nous parlons. Parce que il y a beaucoup de cas qui... Parce qu'ici, il s'agit de la famille, qui est la cellule, la cellule principale. C'est-à-dire c'est le pilier de la nation, la famille. Alors donc, on gère ça comment? Parce que bon, il est un peu trop facile de prendre en compte certaines critiques et puis bon, dire oui, bon. Mais maintenant, dans la pratique, la situation est là. Beaucoup même de ceux qui critiquent, ou j'ai lu sur les réseaux sociaux beaucoup de critiques quand les concepts de monogamie devaient évoluer. Mais quand je regarde souvent certains, ils sont dans la situation.
ils sont dans une situation très complexe. Mais au dehors, bon, ils présentent une autre image. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on quitte dans cette hypocrisie, parce que nous voulons une société franche, une société honnête. Nous voulons construire une nation forte, et pour cela, il faut que les bases soient franches. Donc nous avons l'honnêteté de construire des foyers solides qui reposent sur des bases solides, où l'hypocrisie et autres là, qu'on les fasse sortir du champ de la famille. Voilà. D'accord. Je sens que le Nava tout à l'heure ne faisait qu'acquiescer, parce qu'il y a une bonne partie de l'argumentaire qui concerne. Je viens vers vous, Martin Savadogo. Tout à l'heure, vous disiez, bon, on a beaucoup de textes qui sont hérités, on va dire, d'histoires qui ne sont pas les nôtres. Mais quand on regarde le débat là comme ça, c'est-à-dire ça devient même difficile aussi quand on veut intégrer nos réalités dans les textes qui doivent régir notre vivre ensemble. Oui, en fait, on ne peut pas intégrer toutes nos réalités. Ça, c'est impossible. Le bon Dieu lui-même n'arrive pas à faire l'unanimité. Ça, ce n'est pas possible. Et d'abord, une loi est d'une portée générale. C'est vrai que généralement, les codes, il n'y a pas de décret d'application, mais je pense que peut-être cette fois-ci il y aura une exception. Parce que pour moi, le principe, d'abord, c'est revenir à nos valeurs. Au Burkina, on a plusieurs ethnies et on s'accorde tous sur le fait que la famille est au cœur de la société. On s'accorde tous sur le fait que l'enfant n'appartient pas à deux individus, mais il appartient à la famille et par extension à toute la communauté. Donc ça, ce sont des éléments qu'on doit regarder, et il ne faut pas également jeter le bébé avec l'eau du bain. Même dans les lois étrangères qu'on applique ici, on regarde l'intérêt de l'enfant. Alors, quand on va revenir à nos valeurs endogènes, moi je ne dirais pas le mariage coutumier, pour moi je dis c'est le mariage authentique. C'est le mariage authentique parce que nous tous, si nous pensons que ce sont les mariages religieux ou bien le mariage civil prétendu moderne qui sont les vrais mariages, donc ça veut dire que nous-mêmes n'avons pas de racines. Voilà, parce que nos parents et nos ancêtres, ils se sont mariés suivant la tradition, et c'est ça qui est le mariage authentique. Oui, mais comme l'ont si bien dit mes prédécesseurs, le mariage... Il ne faudrait pas vous couper, mais aujourd'hui, dans la concomitance des temps, on fait le coutumier, on fait le religieux pour ceux qui sont religieux, et puis il termine tous aussi à la mairie pour le civil. C'est-à-dire que les trois sont juxtaposés. Non, mais désormais, ça veut dire que vous avez la possibilité de faire le mariage authentique qu'on appelle le mariage coutumier et de le faire mettre sur écrit. Si. Il va être authentifié. Voilà, parce que en réalité, quand vous regardez même l'instabilité de nos sociétés et l'instabilité de nos familles, c'est très facile que deux personnes se rencontrent dehors et puis après ils veulent dire qu'ils vont se marier. Mais de par le passé, ça ne se passait jamais comme ça. C'est pas possible. Le mariage, c'est une union d'abord entre deux familles, entre deux communautés et parfois entre deux peuples. Donc, la femme, c'est pas pour toi, c'est pour la communauté, et quand il y a un problème, c'est toute la communauté qui se met debout pour régler ces problèmes. Et c'est la même chose pour l'éducation des enfants. Mais maintenant, on ne peut pas tenir compte des spécificités de chaque ethnie. Ça, c'est carrément impossible. Mais quand même, je pense qu'il y a une porte ouverte. Parce que déjà, ce sera maintenant au niveau des communautés de s'organiser, et on va revenir à nos valeurs. Donc, quand vous allez faire le mariage suivant vos traditions et suivant vos rites et vos coutumes, et vous voulez maintenant le faire légaliser devant la loi, désormais, c'est une disposition qui est possible. Donc pour moi, c'est vraiment une révolution. Le reste, je pense que quelle que soit la beauté d'une loi, il y a également la sincérité de ceux qui vont l'appliquer. Voilà. Donc si nous trouvons que déjà les législateurs ont fait un pas, c'est à nous également de reconnaître que, bon, dans une certaine mesure, on s'était égaré et il faut revenir à nos valeurs. Et donc là, il y a une porte ouverte
pour que nous puissions intégrer vraiment nos valeurs et nous recentrer sur la cohésion de la cellule familiale qui va permettre de souder notre société, parce qu'il y a également énormément de maux qui sont dus au fait qu'il y a ce laisser-aller, ce désordre au niveau de la famille. Quand vous allez dans les tribunaux aujourd'hui, vous voyez les gens qui se marient et à moins de 2-3 ans, ils viennent pour divorcer. Voilà. Et comme l'a si bien dit M. Sanou, il y a beaucoup de gens qui donnent une façade de tranquillité, mais ils vivent des situations complexes qu'ils ne peuvent pas gérer. Et je pense que désormais, c'est vrai, il faudra venir de façon courageuse sur la question de la polygamie. Bon, mais je pense que... En tout cas, il y a beaucoup d'autres éléments. On va essayer d'évoluer. C'est vrai qu'on n'a pas de la question du mariage. Il y a aussi un élément sur lequel je pense que beaucoup de Burkinabés attendaient, parce que ça a beaucoup fait débat, la question de l'homosexualité. On ne savait pas comment on se positionnait vraiment. Il y a eu des moments de scandale même avec certaines visites au Burkina. On connaît comment ça se passe, la pression de la façon dont vous avez à gérer la question. À cela, vraiment, ça rime les rapports que vous avez avec certains pays même d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est très clair sur la question de l'homosexualité. Relativement à cela, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais commencer par par Naba Kango. Déjà, dans ce que sont nos valeurs relativement à cette réalité. Je le disais déjà en introduction, en parlant de la cosmologie. Le problème chez nous en Afrique, je pense, globalement, c'est qu'on essaye de prendre les doctrines des autres peuples et on demande quelle place est-ce qu'on peut mettre nos valeurs. Et je pense que ça, c'est une très mauvaise équation. Okay. La logique, c'est d'installer notre pensée et se demander, comme par exemple, prenez par exemple la Chine. La Chine commence à éduquer ses enfants avec la logique chinoise. Et arrivé à l'université, on se demande comment est-ce qu'on peut s'ouvrir aux autres. C'est ce qu'on appelle la théorie des échanges. La théorie des échanges, c'est quoi? Ce qui est de l'ordre de l'initial, s'il ne dépasse pas ce qui vient de l'extérieur, il y a problème. Même en économie, ça se vérifie. On dit que la balance est déficitaire. C'est la même chose pour notre culture. La culture africaine a sa pensée. C'est pas aux autres de dire qu'est-ce qui est bien pour nous. Et c'est là où souvent on se retrouve dans un amalgame, où on veut mélanger l'eau chaude et l'eau froide à la fois. Et ça ne passe pas. Il faut d'abord voir la chose comme ça. Se dire que nous, Africains, nous avons une conception du monde différente des autres. Et l'assumer et l'accepter. C'est pas un problème. Vous pensez que les Chinois se demandent est-ce que les Occidentaux vont valider leur doctrine? Non. Mais pourquoi est-ce que nous on se pose constamment ces questions ici? C'est parce que aussi l'aliénation a vraiment pris un dessus. Par rapport à l'homosexualité. Mais il est évident, quand je vous raconte que chez nous, la vie doit reprendre le dessus. À quel moment deux personnes qui se marient peuvent procréer? C'est pas possible. La vie s'arrête. Lors des mariages, on dit on a quitté ici. La logique, c'est quoi? On veut toujours que la vie continue. Donc vous voyez que nos doctrines, qui sont d'ordre même scientifique, je l'ai expliqué, peut-être je vais revenir sur ça, en expliquant que le fait qu'on fasse les funérailles chez nous, c'est une manière de dire que dorénavant, la vie a pris le dessus sur la mort. Donc l'objectif des Africains, c'est que la vie prenne toujours le dessus sur la mort. Ça, c'est la doctrine de notre culture. Donc quand vous observez cette loi-là, elle est totalement contre nos principes, totalement contre notre manière de voir les choses. Il n'y a même pas un questionnement par rapport à ça. Moi, souvent, j'ai même du mal à expliquer ça à certains anciens. Parce qu'ils pensent même que je m'amuse quand je leur dis que deux hommes se marient. Mais ils disent que non, c'est pas possible. Peut-être je suis en train de les châtier. Il faut vous dire que dans notre imaginaire, c'est ce qu'on appelle Wen Barré. C'est une malédiction totale pour nous. C'est comme ça qu'on voit. On ne dit pas que ce que les autres font est forcément faux. Parce que quand vous prenez par exemple l'époque gréco-romaine, il y a ce qu'on appelait la pédérastie. C'était une institution où quand tu n'es pas pédé, entre guillemets, quand tu n'es pas avec un homme ou avec un enfant, c'est pris comme une mauvaise chose. Donc vous voyez que c'est une doctrine. Et rien qu'il n'y a même pas une semaine, nous avons même eu au Vatican, je pense qu'on a validé même toutes ces doctrines. Donc je n'accuse pas les gens, je dis juste, ça c'est leur doctrine et c'est leur principe de vie. Nous ici en Afrique, on a une autre vision des choses. Donc c'est pas aller à l'encontre d'autres personnes, c'est dire, on veut exprimer notre vision du monde. En tout cas, la pratique de l'homosexualité est assimilée, interdite, peine de prison 2 à 5 ans avec des amendes. Et sur la question tout à l'heure, en introduction, je disais que par moment, on ne comprenait pas trop la posture pays, alors que beaucoup disaient, bon, c'est des choses qu'on n'accepte pas ici et tout. On avait l'impression que, bon, à une certaine époque, on manquait de courage là-dessus. Certains pays, en tout cas, eux, n'ont pas lésiné, ils ont légiféré, ils ont dit clairement les choses. Je viens vers Boubacar Sanou. À un moment donné, on ne savait pas quelle est la posture du Burkina sur cette question-là. Est-ce que c'est parce que on voulait faire politiquement correct? Est-ce qu'on était sous d'autres... il y avait d'autres éléments qu'on ne comprenait pas?
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondez? Bon, je pense que le vent qui souffle sur le monde est actuellement, c'est un vent qui est favorable à l'adoption donc à la prise de certaines positions. Parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelait donc l'idéologie woke, qui, en tout cas, il y a de cela quelques années, qui avait le dessus vraiment sur la pensée. Mais avec l'arrivée donc de certains acteurs, notamment Donald Trump sur l'échiquier international, il y a un revirement. Aujourd'hui, donc, je pense que c'est l'idéologie judéo-chrétienne qui semble donc prendre le dessus. Donc, avec Poutine de l'autre côté, et puis quand vous prenez Xi Jinping, quand vous prenez Modi en Inde, en tout cas, c'est des gens qui sont liés à certaines valeurs religieuses. Alors, et que disent ces valeurs religieuses-là? Ces valeurs religieuses disent que le sexe n'est pas un instrument de plaisir. Le sexe, c'est un instrument de procréation. Je pense que c'est l'idée première fondamentale du sexe. Alors, du moment donc que le sexe, la fonction première telle que c'est de révéler dans les Écritures saintes, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc, la fonction première du sexe, c'est la procréation. Comment perpétuer l'espèce humaine? Alors, donc, du moment que le sexe, sa fonction, c'est la procréation, alors il y a des comportements déviants qui ne permettent pas la survie donc de l'espèce humaine, notamment qui vont donc de ces rapports entre humains du même sexe. Donc, parce que la procréation, c'est des sexes opposés. Maintenant, quand c'est des humains du même sexe, il n'y a pas de procréation. Donc, ça pose le problème de la survie de l'humanité. Alors, maintenant, bonne ou pas, il y a lieu que l'humanité s'interroge sur ces pratiques-là. Mais maintenant, du moment que c'est une pratique sexuelle, est-ce qu'il appartient à l'État de rentrer dans les chambres des gens pour gérer leur manière de pratiquer leur sexualité? Je pose la question, c'est qu'à un moment donné, on sentait un peu mal. Je reviens. Allez-y. Alors donc, ça pose un problème. Mais toujours est-il que l'État aussi a un souci fondamental. Le souci fondamental de l'État, c'est comment sauvegarder la population, comment sauvegarder l'espèce humaine. Et donc, les pratiques sexuelles, surtout l'homosexualité, considérées par les uns et les autres comme étant une pratique déviante, et souvent on trouve que ceux qui le font sont habités par les démons, par autre chose. Donc ça fait que, bon, comme je l'ai dit, sur le plan international, à un moment donné, il y a un esprit qui dominait, notamment l'esprit gauchisant, qui voulait qu'on laisse libre cours à tout individu. C'est ce que j'ai dit entre-temps. Est-ce qu'il appartient à l'État d'aller régler la sexualité des individus? Donc cette pensée avait pris le dessus. Mais ce qui fait qu'effectivement, si on fait un recul de 4 ou 5 ans, je crois qu'il n'était même pas envisageable, en tout cas, qu'on puisse adopter une loi réprimant l'homosexualité sans avoir une batterie d'ONG, d'organisations internationales et même des pays qui conditionnaient souvent donc l'aide internationale donc à ce qu'en tout cas on puisse laisser libre cours à choses. Donc comme je l'ai dit, l'idéologie dominante du moment, qui est l'idéologie donc judéo-chrétienne, et avec des orthodoxes à la tête donc des États forts comme Poutine et puis Trump et Ping et Modi et autres, et fait que bon, effectivement, on peut adopter ça sans vraiment avoir en tout cas des répercussions négatives sur notre pays. Voilà. D'accord. On va évoluer parce qu'il y a beaucoup de points quand même. Il y a sur la question de la nationalité burkinabé, on se rend compte que bon, sur la question de l'acquisition par mariage, elle n'est plus automatique. Il y a la question aussi surtout de l'exclusion, on va dire, de la déchéance de nationalité qui est maintenant prévue pour crime contre la sûreté de l'État ou intelligence avec des forces étrangères et l'introduction d'un statut d'apatride. Voilà des éléments d'évolution aussi qui sont nouveaux. Quel regard vous avez là-dessus, Martin Savadougou? Non, bon, je pense que là-dessus également, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais parce que, comme je le disais, on peut être contre un régime, mais il n'y a absolument rien du tout qui explique qu'une personne puisse être contre son propre pays. Absolument rien. Il n'y a aucune excuse pour ça. Donc, si des gens se sont rendus coupables ou
complice de haute trahison, il faut également qu'il y ait des sanctions exemplaires pour ces genres de personnes-là. Partout où les nations ont pris véritablement leur dessein en main, ils ont mis d'abord l'accent sur... Parce que dans la hiérarchie des priorités, la première chose qui est importante, c'est la patrie. Il y a ensuite la nation, l'État et la communauté, les vivre ensemble. Et l'intérêt individuel arrive en dernière position. Si vous n'avez pas la capacité de hiérarchiser les choses de cette manière, vous allez dans un chaos. Et généralement, c'est toujours à travers ceux qui ont mis en première position leur intérêt personnel qu'on arrive à déstabiliser les pays. Toujours. Même la propagation du phénomène de la corruption, c'est simplement parce que les gens ont mis en avant leur intérêt personnel. Sinon, tout un chacun, les actes qu'il pose, il est conscient de la nuisance. Mais il sait que ça ne va pas nuire à lui-même directement, mais aux autres. Et il le fait sans le moindre regret. Donc, que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, au niveau de l'éducation, parce que moi je dis qu'il y a 4 pouvoirs. Et ce sont ces systèmes-là, ces 4 systèmes-là qui constituent ces 4 pouvoirs-là. Il faut que, à tous ces niveaux-là, chacun sache que c'est la patrie qui est au sommet d'abord. Ni vos convictions religieuses, ni vos convictions personnelles, ni les convictions de vos communautés, c'est la patrie d'abord. Donc, tout acte que tu vas poser, est-ce que c'est d'abord dans l'intérêt de la patrie? Ensuite, est-ce que c'est dans l'intérêt de la nation? Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'État? Est-ce que c'est dans l'intérêt commun? D'accord. Donc, il fallait vraiment des mesures, parce que souvent, les gens disent que les terroristes sont nos frères. Non, c'est pas vrai. Dans aucune communauté, un fils ne peut retourner une arme contre son père. C'est inimaginable, c'est même pas possible. À partir du moment où un fils, en toute âme et conscience, même si l'arme n'est pas chargée, pointe simplement une arme contre son père, ce n'est plus ton fils. D'accord. On va évoluer. Je viens vers Naba Kango. Dans ce qu'on a comme coutume, dans ce qu'on a comme, même pas coutume, ce qu'on a comme fondement de notre vivre ensemble, et je parle du fondement africain profond, est-ce qu'il y a des cas où c'est dire que la communauté à laquelle vous appartenez vous dit vous n'êtes plus de nous? Parce que ici, c'est dans ce cas de figure qu'on est, avec des éléments bien clairs qui sont donnés. Oui, la culture explique tout en réalité. Je vous ai dit que la culture donne naissance à tous les éléments de la société. Voilà, le social, la sécurité, la religion, et ainsi de suite. Donc, dans le contexte culturel, quand on regarde en réalité la culture qui est cloisonnée actuellement dans nos pays, ce n'est pas celle africaine, ni sa compréhension. Regardez nos écoles. Vous vous rendez compte que malgré qu'on ait des écoles, on est obligé de créer un centre spécial où on va envoyer les enfants pour les enseigner le patriotisme. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Ça veut dire que dans les écoles, on n'enseigne pas la fierté. On n'enseigne pas qui on est. Et quand on sait qui on est, on sait qu'il y a des lois, il y a des règles. Prenez par exemple l'école. Chacun est assis seul sur son banc. La note est individuelle. Chez nous, dans la tradition, c'est impossible. La note n'est pas individuelle, elle est collective. Vous voyez déjà que ça résout un problème. Par exemple, quand on fait un exercice, quand on fait le kyogo, par exemple, chez les moussis. Mais quand on vous demande quelque chose de faire et qu'il y a une personne qui trouve et tout le monde trouve, on vous frappe vous tous. Qu'est-ce que ça t'enseigne? Ça t'enseigne que tu dépends de l'autre, tu ne peux pas faire la chose individuellement. Quand on mange, traditionnellement, notre compréhension nous amène à manger ensemble. Il y a déjà des leçons qu'on véhicule là-bas. Donc vous voyez que c'est des petites notions qu'on doit même théoriser pour enseigner dans nos écoles, pour apprendre à l'enfant qu'en fin de compte, la liberté chez nous n'est jamais individuelle. Elle n'est jamais individuelle, elle est communautaire. On ne juge pas une personne chez nous, on juge une communauté. Donc ça fait que ça crée des polices dans chaque clan, dans chaque communauté, puisque la sanction sera d'ordre communautaire. Mais du fait qu'on s'éloigne de ça, alors que chez nous, mais on te sort de la famille. Il y a des rituels pour ça. Il y a des gens qui ont été tellement mauvais qu'on fait même des cérémonies pour que son nom ne soit plus prononcé dans la famille.
Vous vous rendez compte? Donc si on respecte la logique de notre culture, ce problème est résolu. C'est parce qu'on est rentré dans une logique individualisée, donc on est obligé de regarder un par un, le cas par cas, qui est la logique cartésienne, qui ne respecte pas du tout notre pensée africaine. Nous, on voit vraiment la chose sur d'ordre communautaire, et oui, chez nous, effectivement, on peut éloigner quelqu'un de la famille quand il ne respecte pas, bien entendu, la règle de la famille. D'accord. Et peut-être sur la question aussi avec Sanou, ça c'est la déchéance de nationalité qui est prévue pour crime contre la sécurité de l'État ou intelligence avec des forces étrangères. Et il y a l'introduction, donc, je le disais tout à l'heure, du statut d'apatride. Oui, bon, d'abord il y a eu la question du mariage, l'acquisition de la nationalité donc à travers le mariage. Évidemment. Bon, je pense qu'il y a ce qu'on appelle donc l'effet de réciprocité. Parce que dans d'autres pays, effectivement, on n'acquiert pas la nationalité systématiquement en contractant les mariages. Nous suivons actuellement beaucoup de débats en Europe où on parle de mariage blanc. Donc, ce qui fait que les gens sont revenus sur la notion du mariage, de telle sorte que on n'acquiert pas la nationalité automatiquement donc, à travers le mariage. Donc, pour moi, je pense que bon, ça, c'est une manière aussi de répondre à ce qu'il y a des pratiques qui sont donc dans d'autres pays et qui concernent également ce qui s'applique à certains de nos concitoyens. Donc il n'y a pas effectivement de problème à cela. Alors maintenant pour la question relative à la déchéance des nationalités, je pense que c'est un sujet quand même très complexe. Et je pense que notre pays a souscrit à des conventions sur le plan international, notamment donc lié à cette question de nationalité, à cette question donc de pouvoir déchoir quelqu'un de la nationalité, de sa nationalité. Bon, par exemple, quand je prends un national, quelqu'un qui est né burkinabé, le Burkina peut-il lui retirer sa nationalité? S'il lui retire la nationalité, il devient quoi? Un apatride? Quelqu'un qui n'a... Non, je pense que l'État peut prendre des mesures conservatoires peut-être pour qu'il n'ait pas accès à certains documents. Mais je pense que ça risque d'être quand même un peu difficile parce que souvent aussi il faut qu'on évite d'aller s'enfermer dans certaines situations où demain nous aurons encore à répondre. Voilà. Maintenant, ce qui est faisable, si quelqu'un par exemple a acquis la nationalité burkinabé et se retourne contre le Burkina Faso, je pense que c'est très simple, on lui retire la nationalité, il retourne prendre donc sa nationalité d'origine. Maintenant, pour ce qui concerne comment on appelle les nationaux, je pense que le code pénal également contient toutes les dispositions relatives donc à ce que vous êtes en train de décrire. Quelqu'un qui prend une arme contre sa nation, qu'est-ce qu'on fait de lui? Je pense que tout est défini dans le code pénal. Voilà. Donc il va falloir qu'on avance vraiment beaucoup de prudence par rapport à certaines situations. Comme je l'ai dit, nous avons ce souci en tout cas, de vouloir évoluer ensemble dans une certaine homogénéité, mais également il faut que nous soyons prudents de telle sorte que ce que nous croyons vouloir faire bien aujourd'hui ne nous rattrape demain. C'est vraiment cette inquiétude que j'ai. D'accord. J'ai dit qu'on avait deux sujets. C'est vrai que sur le nouveau code de la famille, on pourrait s'étendre parce qu'il y a des éléments en tout cas d'intérêt sur lesquels on peut émettre des réflexions. Le deuxième sujet, nous le disions, c'est le projet de loi portant détermination des mécanismes traditionnels de règlement des différends, dénommé loi Faso-Boukaoré. Quelle lecture on en fait? Il faut rappeler que le ministre chargé de la justice, Edassou Rodrigue Bayala, a dit qu'il s'agissait d'instituer dans chaque secteur et village une instance Boukaoré qui permet qu'en cas de conflit, les parties puissent faire recours à cette instance d'abord pour régler leurs différends. Il y aura une chaîne de transmission pour assurer cette complémentarité avec les juridictions classiques existantes et ces instances traditionnelles du règlement des différends. Déjà, moi, la première question que j'ai envie de poser, quand on parle de cette justice traditionnelle, quelle forme, quel mécanisme, qu'est-ce que cela peut sauver? Moi je vais me retourner d'abord vers vous, Naba Kango. On a une justice classique, beaucoup ont parlé même de justice traditionnelle. On se rend compte qu'il y a des propositions qui viennent, mais pour vous sur le plan traditionnel, une justice traditionnelle peut servir à peut-être servir d'alternative? Sur quel chapitre? Comment? Je n'utiliserai pas le terme alternative. Je pense que c'est cette justice même qui doit exister. Okay. Nous avons eu des grands empires. Donc forcément, on ne peut pas avoir un grand empire sans un droit. Est-ce que même nos intellectuels connaissent le droit africain? Il y a une différence entre le droit en Afrique et le droit africain. Ce n'est pas la même chose. Déjà, quand vous prenez par exemple la notion de liberté, je vous ai expliqué. Par exemple, dans un village, quelqu'un peut déconner.
Hein, il est su, c'était entre guillemets. Hein. Mais le chef du village peut le sommer, lui dire que bon, la maison t'appartient, mais la terre là c'est pour moi, entre guillemets, c'est pour la chefferie, c'est pour la communauté. Donc si ton égarement touche à toute la communauté, toi ta liberté individuelle ne peut pas incomber sur tout le monde. Ça c'est une manière de voir les choses. Donc ça c'est déjà une décision qu'on prend sur le plan judiciaire, où on dit que clairement ce que tu fais ne nous convient pas. Donc ce que je veux dire c'est que ne créons pas une justice traditionnelle aux connotations occidentales. Ça ne va pas arranger le problème. Ça va juste créer, entre guillemets, un truc où on va dire derrière que ça n'a pas été bien fait. Non. Je pense qu'on doit se poser des questions par rapport aux communautés. Chez nous, la justice, c'est pour ça que je prends le temps pour vous expliquer que c'est une notion de communauté, non une notion citoyenne. Okay. Communauté, c'est très important. Quand vous prenez par exemple la justice traditionnelle, on ne convoque pas une seule personne. Mais je ne sais pas, est-ce que le droit pénal va accepter ces termes-là? Vous avez un problème au village, c'est pas vous je convoque votre grand-père ou bien votre papa. Et vous venez ensemble, et la décision maintenant est la sanction familiale. Est-ce que ça sera cette justice qui sera vue? Et pour qu'il y ait même décision, il faut qu'il y ait un sacrifice. Pour demander aux membres des ancêtres, est-ce qu'ils ont validé? Est-ce qu'une certaine communauté aussi, est-ce que tout le monde va adhérer à ça? Moi, c'est le questionnement que je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire. Hein. Je dis juste que l'objectif pour moi, c'est de poser des questionnements pour qu'on réfléchisse mieux. Qu'on ne se dise pas que c'est une solution qui va sortir d'un chapeau. On risque de créer quelque chose même qui va nous nuire. Moi, je suis traditionnaliste, je suis chef traditionnel. Donc, foncièrement, c'est la culture africaine que je défends. Mais mon questionnement, c'est que nous, cette génération, on réfléchisse. Quelle est la formule quand on voit la pensée de notre justice, notre compréhension du monde? Quelle formule peut bien, en tout cas, correspondre à nos réalités sans se dire que nous devons attendre que les autres valident cette décision. Quand je faisais l'introduction tout à l'heure, il y avait un mot que le ministre avait évoqué, c'est la question de la complémentarité. Tout à l'heure, j'ai fait exprès de dire alternative. Vous avez dit non, c'est la vraie justice. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un problème de cohabitation avec celle classique? Pour un départ, il faut toujours se dire, hein, c'est toujours un départ. La logique pour nous, c'est de ne pas de critiquer, c'est de proposer des solutions, c'est de créer des questionnements. Moi, je suis fondamentalement penseur. Ma logique, c'est de créer des questionnements. Donc, l'Afrique a sa pensée, qui est totalement opposée à celle occidentale. À moins que tu ne connaisses pas la pensée africaine, elle ne peut pas s'aligner avec la pensée de Descartes. Elle qui individualise, c'est ça ou c'est pas ça? C'est bon ou bien c'est mauvais? C'est démocrate ou bien c'est sauvage? C'est civilisé ou bien c'est indigène? Nous, on n'a pas cette connotation. La pensée africaine intègre. Elle intègre. Donc, l'autre pensée qui n'intègre pas, c'est elle qui ne nous accepte pas. Est-ce que moi, chef traditionnel, quand je vais vouloir convoquer un tribunal, convoquer la personne, lui dit envoie ton grand-père ici, est-ce qu'il va accepter? Vous voyez que ça crée de questionnement. Et si on me dit que je ne peux pas, ça veut dire qu'on a regardé la connotation du droit positivisme moins occidental, qui va même prendre le dessus, qui dit que non, on ne peut pas convoquer, ça ne se fait pas comme ça. Quand on dit ça ne se fait pas comme ça, ça veut dire qu'en fin de compte, ma compréhension du monde a été diluée par celle occidentale. Et ça veut dire quelle justice on a maintenant? Donc je ne dis pas ça par opposition, je dis juste que ça ne se ressent pas. Je ne suis pas contre, ça ne se ressent pas. Soit on décide de prendre un, soit ça ne peut pas se mélanger, ça ne se ressent même pas. D'accord. Voilà. Ça, c'est intéressant. Martin Savadogo, aussi cette proposition de justice traditionnelle. Bon, alors, moi je dis toujours le mot traditionnel, moi je préfère le mot authentique par rapport au mot traditionnel. Parce que c'est vrai, il y a certaines personnes pour lesquelles l'histoire de l'Afrique a commencé avec l'invasion coloniale, alors que l'histoire de l'Afrique est une histoire millénaire. Donc, nous avions notre façon de fonctionner. Et moi, je trouve que c'est salutaire, parce que quand vous regardez le droit gréco-romain qu'on applique, on dit que la forme tient le fond en l'état. Donc, on met l'accent d'abord sur la forme. Et quand vous prenez la constitution du Burkina, qui n'a pas été rédigée par nous, mais bien sûr, il faut que la personne qui a rédigé ça tienne compte de ses intérêts. Donc, du coup, notre constitution prévoit que s'il y a une opposition entre la constitution et les conventions internationales auxquelles nous avons ratifié, il faut modifier la constitution pour l'adapter aux conventions internationales. Mais attends, on est en train de marcher sur la tête. Un peuple souverain qui vote une loi qui régit, qui est au-dessus de toutes les lois,
si vous confiez la rédaction de cette loi suprême-là à des étrangers, évidemment qu'ils vont rédiger à leur profit. Et quand vous regardez également, quand les multinationales, qu'on les appelle d'ailleurs abusivement comme ça, les multinationales, viennent en Afrique, dès qu'ils ont un conflit avec le pays, mais ils font appel au droit international. Et le plus souvent, les jugements ne se passent pas en Afrique. C'est devant les tribunaux de Paris ou de New York ou d'ailleurs. Toutes les conventions que nous signons, ce sont, si nous signons une convention avec la Chine, c'est la version chinoise qui prédomine. Si nous signons une convention avec les États-Unis, c'est la version américaine, la version anglaise qui prédomine. Même si on traduit, en cas de conflit, de litige, c'est la version de l'envahisseur qui prédomine. Donc, je pense que, comme le ministre l'a si bien dit, c'est complémentaire, mais c'est un premier pas. Ils ont parlé du foncier. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans les tribunaux, mais les dossiers, et d'ailleurs au Burkina, les litiges fonciers sont les plus nombreux. Pourquoi? Mais parce que la loi dite moderne là, est inadaptée pour résoudre ce conflit foncier-là. C'est inadapté. Et c'est vrai, de par même le passé déjà, quand il s'agit de foncier rural, il faut d'abord s'adresser aux entités qui sont au niveau local avant de saisir les tribunaux s'il n'y a pas d'entente. C'est tout à fait normal et naturel. C'est complémentaire, pourquoi? Parce que quand vous saisissez la justice aujourd'hui pour une affaire civile ou administrative, dans le meilleur des cas, si vous arrivez à le résoudre en 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est bien. Sinon, parfois, ça peut traîner 5 ans, 10 ans ou même plus. Mais sous l'arbre à palabre, comme l'a si bien dit Naba, c'est pas vous qu'on convoque, le petit, non. C'est votre papa. Et je pense que la Chine a adopté une loi dans ce sens, où quand un enfant mineur commet des erreurs, c'est son père d'abord qu'on interpelle. Parce que c'est vous qui vous êtes occupé de son éducation. Et comme je le disais, l'éducation commence dans la famille. Donc cette justice-là va venir régler beaucoup de problèmes. Et pourquoi dans les mariages, il y a parfois des témoins? Il y a des témoins. Et on dit que quand vous avez un problème, il faut choisir les témoins d'abord. Une fois que vous êtes parti en justice là, c'est déjà gâté. Donc, si il y a, on vulgarise cette forme de justice là, vous allez voir que les gens même vont continuer à cohabiter et à collaborer ensemble, et on va trouver plus facilement des solutions, d'autant plus que ces solutions qu'on aurait convenues au niveau de cette juridiction face au Boukaoré là, vos titres exécutoires. Voilà, donc il suffit seulement de le faire. C'est des mécanismes sur lesquels ils sont en train de travailler, on aura beaucoup plus de précision. Et tout ça, c'est pour terminer. C'est vraiment, comment dire, il faut féliciter ce régime parce que il est en train de prendre le problème du pays dans sa globalité. Et c'est ce qui a manqué au régime précédent. Mais c'est pas parce que les gens n'ont pas une vision. Je veux dire quelque chose, peut-être qui ne me plaira pas. Voilà. Dans les sociétés traditionnelles africaines, la mendicité n'existe pas. Et dans nos gouvernements dits modernes, le principe même du budget est basé sur la mendicité. Parce que le budget est déficitaire, et il faut à chaque fois compter sur l'aide. Un terme méprisant. Tout un pays qui demande l'aide d'une autre nation. Et quand vous fonctionnez comme ça, c'est normal que vous vous fassiez dicter également votre conduite sociale et vos différentes lois. Mais je pense que là on est sur des propositions concrètes qu'il y a et qui sont faites, et le problème c'est de savoir dans la faisabilité et de la mise en place des choses, même déjà. Quelles sont les contributions qui peuvent être les plus intéressantes et les questions. Désormais, je pense tout à l'heure, quand on écoutait Naba Kango, il
posait les problématiques avec des propositions sur comment est-ce que ça pourrait mieux aller, parce que après, le ministre même le disait, il y a une question de complémentarité, notamment avec les juridictions classiques. Il se pose alors la question de la complémentarité, comment est-ce que ça va se faire lorsqu'il s'agit d'instances qui sont installées dans des villages, avec souvent une façon de faire que l'administration classique que nous avons n'a pas. Sur ce sujet, je voulais vous entendre aussi pour terminer, parce que on est pratiquement au terme du temps qui nous est imparti, vous n'avez pas encore réagi là-dessus. Comment vous l'appréhendez? Ok, bon, avant donc de me prononcer, je voulais quand même rebondir un peu sur les propos de M. Savadougou, je pense bien. M. Martin Savadougou. Martin Savadougou. Et par rapport au litige, par exemple, entre les États et les multinationales et autres, là, je pense que tout est dans la Convention. Hein. Il est dit l'instance chargée donc de trancher les litiges. C'est dans les conventions. Donc, ce n'est pas les multinationales qui nous traînent, c'est nous-mêmes qui signons pour dire qu'en cas de conflit, voici l'instance juridique qui va trancher la question. Donc, ça, c'était pour... voilà. Maintenant, moi, sur ce sujet, je serai très prudent. Très prudent. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, nous avons une 60aine de communautés. Moi, je suis de l'Ouest, je suis une communauté réceptive ou réceptrice. C'est-à-dire que nous, dans notre localité, peut-être nous sommes aujourd'hui à 10% de la population. Nous avons une population cosmopolite qui n'a pas la même tradition. Alors maintenant, lorsqu'on dit de régler les questions sous l'arbre à palabre, je ne sais pas c'est quelles pratiques coutumières qui vont s'appliquer à qui. Parce que nous, déjà, nous avons une certaine expérience de certaines choses. On attend de voir comment le gouvernement, en tout cas, compte approfondir et puis expliquer les choses. Nous avons certaines expériences de certaines choses. Par exemple, lorsqu'on arrive, on dit, par exemple, tel crime, tel délit commis, par exemple, dans la brousse. Voici la sanction. Celui à qui ça doit s'appliquer, va dire, lui n'est pas de votre confession religieuse, donc lui, ça ne s'applique pas à lui. Vous faites quoi de lui? Moi, je suis bobo. Nous, on a nos coutumes. Même au sein même de la communauté bobo, il y a ce qu'on appelle les castes. Il y a les castes. C'est-à-dire que si on doit revenir purement au nom de la tradition, et il y a des situations même qui sont difficiles à gérer en interne. Par exemple, vous ne pouvez pas être d'une caste donnée, par exemple, et puis convoiter une femme de telle caste. Si ça se fait, voici la sanction qui doit se poser. Maintenant, on prend quelqu'un de ces castes-là, qui a, par exemple, convoite une femme d'une autre communauté. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, je trouve que c'est tel, parce que, bon, lorsqu'on prend les grands ensembles, lorsqu'on prend les grands centres, et Mossé ou Mossi, bon, on voit que c'est facile à appliquer. Mais lorsqu'on prend, par exemple, chez nous, et souvent même des décisions de justice, vous arrivez, ben, les gens prennent ces phrases, ils posent, ils disent que ce n'est pas leur problème. On ne parle même pas. On a quand même aussi, quoi qu'on dise, ce type de mécanisme-là déjà qui existe au niveau villageois. Est-ce que ce n'est pas une façon de les promouvoir? C'est ce que je suis en train de dire. Je dis que ça existe. Voilà. Mais maintenant, je dis que nous, par expérience, dans l'application, beaucoup de ces décisions de justice-là, lorsque par exemple vous asseyez, vous dites que voici ce que la coutume Bobo dit. Par exemple, je prends un cas, un Mossi à fauter. Vous réunissez, c'est un terroir Bobo. Vous dites voici ce que la coutume Bobo dit. Il vous dit que lui, ça ne les regarde pas, lui n'est pas dedans. Quand je prends par exemple les mariages, chez les Bobos par exemple, en grande partie, on ne célèbre pas les mariages comme une chose, on vole la femme et on va rendre compte. Mais ça n'existe pas chez les Mossi. Maintenant, lorsque si un jeune Bobo va voler une fille Mossi, vous voulez que ça se règle comment? Donc, ça dit, il y a des situations tellement complexes que nous rencontrons sur le terrain que lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, il ne faut pas que le gouvernement aille s'enliser dans une situation qui risque. Parce que lorsqu'on transfère, par exemple, les règlements de certaines situations, on dit qu'on les ramène ça sur le plan coutumier traditionnel. Je pense que quelque part, où c'est la faillite de l'État, ou c'est l'incapacité de l'État à pouvoir couvrir toutes les situations. Sinon, le rôle premier de l'État, c'est d'essayer d'harmoniser tous les comportements, tous les caractères, de telle sorte que les décisions qui doivent être prises, les règles arrêtées là, que tout le monde s'y reconnaisse. Mais si maintenant l'État arrive encore à redescendre à ce niveau, moi je dis, connaissant ce qu'il y a sur le terrain, la réalité qu'il y a sur le terrain, surtout en tout cas de la communauté que je connais,
Et je pense que ça risque d'être très Je pense que la dynamique, elle est claire. Hein. C'est qu'en cas de conflit, c'est que les parties puissent se référer à ce type d'instance-là qui existe parce que ce n'est pas à partir de la décision que ces instances-là existent. Elles existent déjà. Est-ce que ce n'est pas une façon de les valoriser? C'était la question que je pose et c'est peut-être avec ça que je vais terminer concernant donc Naba. Est-ce que ce n'est pas une façon de valoriser ces instances-là qu'on a déjà, mais bon, qui dans notre administration, dont on ne prend pas justement compte de la décision? Alors que il y a des administrés aussi qui sont membres de village, qui trouvent que ce sont des autorités vers lesquelles on peut aller pour avoir un solutionnement à un problème qui n'a pas forcément besoin d'être géré par une justice classique. Est-ce que ce n'est pas aussi ça? Nous encourageons. Moi, j'encourage vraiment. Comme je dis toujours, la logique de la critique, c'est d'aller vers une solution. Voilà, on n'a pas besoin de dire que déjà c'est courageux. Je vous ai expliqué que déjà avec la doctrine de Napoléon qui dit que tout mariage qui n'est pas catholique n'est pas un vrai mariage, je pense que ce gouvernement vient déjà de mettre ça à terre. C'est extrêmement courageux. Mais bon, nous ne sommes pas là uniquement pour relever ces points-là. Nous sommes là pour proposer des solutions pour que, voilà, ce qu'on a proposé aussi puisse inspirer les enfants, la génération à venir. Je pense que fondamentalement, par exemple, la vision du monde, par exemple, quand on dit chez nous on ne se marie pas par amour, bon, ça va choquer beaucoup de personnes. Les gens vont se dire, mais est-ce que celui-là n'est pas en train de revenir en arrière? Non. On a prouvé officiellement qu'en se basant sur l'émotion, on ne peut pas avoir un foyer stable, c'est officiel. Maintenant, il y a des doctrines qui sont là. On ne dit pas que ce n'est pas important, mais ça va prendre peut-être 5% dans le pourcentage. Mais bon, cette doctrine ne respecte pas peut-être certains contours du monde dit moderne aujourd'hui. Donc la logique pour moi, c'est de revenir foncièrement à notre manière de voir les choses. Parce que chez nous, on ne fait pas quelque chose parce qu'on veut. Ça, c'est l'émotion. On fait quelque chose parce qu'on doit. Donc c'est des doctrines, au fait, qui ont une pensée profonde. Si on ne l'adopte pas, ce tribunal traditionnel-là risque d'être peut-être, je pense, un chaos. Je le dis en mesurant mes termes. Parce que si la pensée africaine ne se repose pas sur ce tribunal et que c'est la pensée occidentale qu'on va prendre pour distiller, en fin de compte, on n'arrivera à rien. On sera en train de tout le temps chercher à gauche, à droite. Et je ne pense pas que c'est... Sinon, le mot promouvoir même a un problème. On ne doit pas promouvoir. Comment est-ce qu'on veut promouvoir la question que j'ai posée. On ne peut pas promouvoir. Le but, c'est clair. Il s'agit d'instituer dans chaque secteur et village une instance qui permet, en cas de conflit, on ne peut pas nous promouvoir chez nous. Les partis puissent faire recours à cette instance d'abord pour régler leurs différends. Il y aura donc une chaîne de transmission pour assurer cette complémentarité avec les juridictions classiques existantes. Rapidement, je vous donne 30 secondes parce que c'est la dernière intervention. Je vous donne le cas d'un exemple de conflit foncier où la personne a acheté 10 hectares dans un village qui a abouti à un contentieux où il a eu raison. Mais les gens sont départis au village, ils ont froissé la décision et ils ont fait leur sacrifice. Ils ont dit, ok, si la terre là vraiment c'est pour toi, il faut venir l'occuper, on va voir. Mais en fait, comme je le disais, à chaque fois, il faut mettre l'accent sur l'intérêt général. Avec cette disposition-là, on aurait pu dire, bon, écoute, si vous prenez les 10 hectares là, où est-ce que les veuves et les orphelins vont cultiver? Est-ce que vous avez réellement besoin de 10 hectares? Il va dire non. Bon, moi, même si c'est 5 hectares, même s'il a déjà payé 20 millions, il n'est peut-être pas à ça près. On va lui donner 5 hectares. La veuve et les orphelins vont également occuper 5 hectares et ils vont continuer à cohabiter. Et en ce moment, ils vont faire un procès verbal de conciliation et ils vont repartir devant les juridictions pour faire entériner ce procès verbal-là. Donc, ça permet déjà de donner des possibilités à ce qu'il y ait des règlements à l'amiable. Parce que comme le dit également le proverbe, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. En tout cas, merci. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Les sujets sont en tout cas intéressants. On n'arrive pas à les élaguer ici forcément. C'est le principe aussi, c'est de poser le débat et qu'il puisse se poursuivre là où vous êtes et puis apporter les contributions qui sont les nôtres et les regards tout aussi différents mais toujours, on va dire, constructifs et c'est ça le plus important. Merci à vous d'être passé sur ce plateau, Martin Savadogo. Je rappelle que vous êtes inspecteur du cadastre, vous êtes aussi analyste politique et économique. Merci à vous
Songunaba Bango, ça a été Kango, ça a été un plaisir de vous avoir. En tout cas, merci pour la disponibilité et de venir partager avec nous aussi ce que vous avez. Et puis Boubacar Sanou, ça a été un plaisir de vous avoir. Vous êtes vice-président du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès. C'est terminé pour ce JDS, pour ce qui est de la partie débat. Merci d'avoir été des nôtres. On vous souhaite bonne suite de programme toujours sur nos antennes True TV et le souhait c'est de vous retrouver dimanche prochain. Et d'ici là, portons-nous bien. True TV, la télé interactive. Ces repas